bienvenue à toutes et à tous. Il y a 3 ans, en février 2022, Vigilance et Initiative Syndicale Antifasciste, en partenariat avec Acrimed, Action Critique Média, avait organisé une première journée publique intitulée « Médias extrême droite, halte à la banalisation », avec déjà des syndicats de journalistes, le SNJ et le SNJ-CGT présents à la table ronde syndicale. Souvenez-vous, nous étions alors en pleine campagne présidentielle, à haut risque, avec un candidat outsider propulsé par l'empire médiatique de Bolloré. Donc ce journaliste et polémiste multicondamné pour racisme et incitation à la haine contre les musulmans et musulmanes officiait jusqu'alors en polémiste vedette à CNews, dans l'émission Face à l'info. Il avait réussi à banaliser le concept violemment raciste de grand remplacement et à défendre le contrefait historique ignoble que Pétain aurait sauvé les Juifs français de la déportation. Son tout nouveau parti d'extrême droite, Reconquête, créé ex nihilo, venait alors en concurrence directe avec le RN, mais ses voix se sont logiquement portées au second tour sur la candidate RN, qui a ainsi réuni le record de plus de 13 millions de suffrages, avec dans la foulée des législatives de juin 2022, qui ont propulsé plus de 80 députés RN à l'Assemblée nationale, d'où une emprise croissante de l'extrême droite sur le terrain politique et médiatique. Depuis, la situation politique s'est considérablement dégradée, que ce soit en France, en Europe et dans le monde, avec une extrême droite galvanisée, accédant ou associée au pouvoir, Italie, États-Unis, Argentine, Israël, la liste est longue, ou sur le point d'y parvenir, comme par exemple au Chili en ce moment même. Quand on n'est pas au pouvoir, l'extrême droite mène une offensive culturelle pour banaliser ses idées au niveau politique et médiatique et prépare le terrain à la stratégie de conquête, consolidant les liens à l'échelle européenne et internationale. En France, l'empire médiatique du milliardaire Bolloré ou la croisade identitaire du milliardaire Stérin servent un même objectif, l'union des droites, brisant des digues avec la droite parlementaire et l'objectif d'une victoire politique en 2027. En juin 2025, d'ailleurs, les deux milliardaires ont ainsi initié ensemble le sommet des libertés au Casino de Paris, avec toutes les chapelles de la droite et de l'extrême droite. Il y a quelques jours encore, le directeur de rédaction du JDD, hebdomadaire phare de Bolloré, débutait une soirée événement au Dôme de Paris en stigmatisant les confrères, entre guillemets, journalistes de Libération, de Mediapart, du Monde, de Télérama, sous le huée du public. Et lors de cette soirée où Philippe de Villiers a pu dérouler un violent discours raciste sur la guerre des civilisations, les sbires de CNews et du JDD ont multiplié les coups de boutoir contre l'audiovisuel de service public. Les médias sont en effet le passage obligé de la victoire, que ce soit en prenant leur contrôle capitalistique ou en infléchissant les discours qui sont tenus, en menaçant les voix dissidentes. Les pressions viennent de toutes parts. Journalistes, syndicats et collectifs militants s'organisent pour résister, s'opposer à la concentration des médias, aux reprises en main éditoriales, à l'évolution des discours qui repeignent la réalité en dystopie haineuse. Et au sein de la société civile, les syndicats de lutte jouent un rôle essentiel dans cette bataille. Ils défendent un projet de société égalitaire, solidaire et émancipateur aux antipodes de celui prôné par l'extrême droite, combattant toute forme de discrimination, mobilisent les travailleuses et travailleurs des entreprises de presse écrite et audiovisuelle, actionnent les leviers à leur disposition pour protéger le journalisme comme pilier de la démocratie. Pour prendre conscience, s'informer, lutter et agir unitairement, le collectif Visa, en partenariat avec Acrimed et les syndicats de journalistes SNJ, SNJ-CGT, CFDT Journalistes, vous propose donc cette nouvelle journée de réflexion, médias et extrême droite, construire les résistances. Ce matin, nous allons donc débuter par une première table ronde de 10h à 11h15, banalisation du vocabulaire des thématiques d'extrême droite dans les médias.
De 11h30 à 12h45, une seconde table ronde à l'international, les journalistes face à l'extrême droite au pouvoir. Et à 12h45, nous vous proposerons un temps de solidarité avec les journalistes de Gaza, victimes d'une politique génocidaire, en présence de Nasser Abou Baker, président du syndicat des journalistes palestiniens, qui rejoindra ensuite la manifestation unitaire de solidarité avec le peuple palestinien. Pause déjeuner, puis à 14h et jusqu'à 15h15, une troisième table ronde, comment enquêter aujourd'hui sur l'extrême droite. Et enfin, la dernière table ronde, les résistances syndicales et sociales face aux offensives de l'extrême droite sur les médias. Et à 17h, cette journée sera conclue par notre camarade Benoît Test, ancien secrétaire général de la FSU. Et au nom des 5 organisations à l'initiative de cette journée qui ont travaillé depuis des mois, je remercie tout d'abord la Bourse du Travail et ses salariés, l'ensemble des organisations partenaires présentes dans la salle et sur les stands qui se trouvent à côté. Nous saluons d'ailleurs les camarades de l'AJAR qui n'ont pas pu participer comme prévu initialement car leur congrès se tient en ce moment même. Nous remercions également les intervenantes et intervenants, les animatrices et animateurs des différentes tables rondes. Enfin, les équipes de militantes et de militants bénévoles qui ont préparé la salle, l'accueil, la sécurisation de cette initiative. Et pour rappel, l'ensemble des débats sont filmés par l'équipe de Média 25, Radio BIP Besançon, et seront donc ces débats mis en ligne prochainement pour garder une trace inspiratrice, nous l'espérons. Et de même, une photographe accréditée circule en ce moment même pour prendre des photos de l'événement. Donc voilà, on vous demande plutôt de ne pas prendre de photos. Voilà, ici, selon l'accord des intervenantes et intervenants. Voilà, donc c'est nous qui gérons cet aspect aussi de prise de photos et de vidéos. Enfin, je remercie le public ici présent et je vous souhaite une journée riche en échanges pour poser ensemble de nouveaux jalons des multiples résistances unitaires, syndicales et militantes antifascistes. Merci encore. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme le disait Sébastien, merci beaucoup d'être venus pour cette journée. Moi, je suis Emmanuelle Pirat, journaliste à CFDT Magazine, et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Je vais vous présenter tout de suite nos 3 intervenants. Donc, le thème de notre table ronde, c'est construire des résistances et surtout, l'idée, c'est de comprendre comment, en 2-3 décennies, on est passé d'un moment où l'extrême droite était absente, ou en tout cas relativement absente du champ médiatique, à un moment où l'extrême droite non seulement est présente, mais dicte ses thèmes, dicte son vocabulaire, dicte ses formats. Et donc on a besoin de comprendre ça pour construire ces résistances. Donc je vous présente nos 3 intervenants. Donc Pauline Perrenon, donc tu fais partie de l'équipe d'Acrimed, donc Action Critique Média, qui est un observatoire des médias, et tu as notamment publié Les médias contre la gauche aux éditions Agone. Samuel Bourron, donc toi tu es maître de conférence en sociologie à l'université Paris-Dauphine, donc enseignant-chercheur, et tu es auteur de Politiser la haine aux éditions La Dispute. Et Sébastien Fontanelle, alors toi tu es Fontenelle, pardon, journaliste à Blast, donc un site d'information, pour ceux qui ne connaissent pas ce site d'information indépendant. Alors toi tu as écrit de nombreux livres, dont le dernier sur Tolkien, mais sinon tu as écrit Macron et l'extrême droite du barrage au boulevard, ou un autre livre intitulé Les empoisonneurs, donc une bibliographie très nourrie. Donc on va tout de suite commencer avec toi, Pauline, parce que dans ce contexte, en fait, aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur la galaxie Bolloré, dont on a compris, voilà, leur projet idéologique, conquête du pouvoir. Donc on se focalise sur la galaxie Bolloré, mais finalement,
les mécanismes d'emprise de l'extrême droite sur les médias, c'est avant. Et alors, est-ce que tu peux nous rappeler, voilà, et surtout, ces mécanismes, comment l'extrême droite a réussi à imposer ces thèmes? Hop. Bonjour à toutes et tous. Oula, merci Emmanuel pour l'introduction. Je veux quand même dire en préambule que même si on ne va pas se focaliser là effectivement dans la table ronde sur Bolloré, l'idée c'est pas de minimiser Bolloré, c'est pas de minimiser ce qu'il représente, c'est pas de minimiser le problème Bolloré, ni mettre d'ailleurs un signe égal, ni faire comme si tous les affronts au pluralisme et d'ailleurs la façon de bafouer à peu près toutes les règles journalistiques se faisait chez Bolloré, pareil qu'ailleurs dans les médias dominants, quoi. L'idée, c'est vraiment de dire que, déjà, l'empire Bolloré ne sort pas de nulle part et n'aurait pas pu se développer, d'ailleurs, sans des conditions assez favorables. La première des conditions favorables, quand même, qu'il faut citer, c'est un laisser-faire total des pouvoirs publics, quand même, sur le terrain de la concentration et de la propriété des médias. C'est-à-dire qu'on a une démission, quand même, totale, aucune régulation de la part des pouvoirs publics, ce qui a permis à Bolloré, mais d'ailleurs, à évidemment d'autres industriels milliardaires, ce qui n'est pas moins problématique, de s'étendre à la fois, on va dire, à la faveur d'une concentration à la fois horizontale et verticale, c'est-à-dire de multiplier les possessions de médias et puis en plus évidemment d'acquérir d'autres structures sur la chaîne de production et de diffusion de l'information, les points relais, instituts de sondage, etc., etc. Voilà. Et puis c'est quand même difficile aussi dans la période de ne pas citer la grande démission de l'Arcom quand même sur cette question, en particulier aujourd'hui puisqu'il y a quelques jours l'Arcom donnait raison quand même à CNews contre une enquête de RSF qui montrait par A plus B évidemment les manquements au pluralisme à l'antenne de CNews, avec notamment, je vous renvoie à cette enquête, mais une diffusion une diffusion de la gauche au sens large la nuit plutôt que aux périodes de grandes écoutes, quoi. C'est quelque chose par ailleurs qui avait été déjà démontré. Arrêt sur image avait fait l'enquête en 2021. C'est pas nouveau. Roch-Olivier Mestre, faut le citer quand même, en 2021, selon des propos rapportés par Arrêt sur image, disait, on l'interrogeait à l'époque sur justement CNews, est-ce que c'est un problème quand même, l'extrême droite comme ça, à l'antenne, en libre antenne, etc. Et il répondait, au fond, la démocratie, je le cite, au fond, la démocratie, c'est la confrontation des idées. Le Conseil est très attentif à permettre cette expression dans une période où on parle de wokisme, de cancel culture. Il peut y avoir une forme d'appel à la censure. Cette diversité fait la diversité du paysage. Rien ne vous empêche de zapper. Voilà. Voilà, 4 ans plus tard, la réaction ne nous étonne pas plus. Donc voilà, ça c'est quand même une première chose à noter. La deuxième chose, parce que tu me lançais sur les mécanismes, ça recommence. Il y a beaucoup de choses à dire en réalité. On pourrait parler de la dépolitisation de la politique, etc. Je ne vais pas pouvoir tout brasser. Ce sur quoi je voulais insister, c'est alors d'une part sur un symptôme qui montre qu'il n'y a pas d'étanchéité entre les médias Bolloré et le reste du paysage médiatique. Et donc, un des symptômes, c'est la circulation sans entrave des chroniqueurs d'extrême droite, des experts, des journalistes d'extrême droite et plus largement de la famille des réactionnaires. C'est-à-dire que sur les plateaux Bolloré, qui consacrent évidemment, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, les grands formats de bavardage, c'est des dispositifs qui sont vraiment gourmands en chroniqueurs, et quand on regarde vraiment qui est sur les plateaux de Bolloré, quels sont les journalistes, d'où ils viennent, etc., on remarque évidemment que l'empire Bolloré recycle des journalistes qui occupent ou qui ont occupé des positions de pouvoir dans d'autres médias, dans des médias légitimes, entre guillemets, dans le champ journalistique, quoi. Et en l'occurrence des médias qui quand même représentent la famille historique de la droite traditionnelle.
Selon une étude du collectif Sleeping Giants, qui mène quand même des travaux vraiment remarquables de ce point de vue, entre janvier 2023 et avril 2024, le Figaro était le premier représenté parmi les journalistes à l'antenne de CNews, loin devant Europe 1, les journalistes d'Europe 1, du JDD, de Valeurs Actuelles, de Causeur, de Sud Radio, etc. Et évidemment devant aussi toute la fachosphère, quoi, Boulevard Voltaire, etc. Bon, on ne va pas les citer pour pas évidemment leur faire plus de pub que ça. Donc ça nous dit quand même quelque chose. Si vous regardez aujourd'hui la grille d'Europe 1, par exemple, c'est quand même intéressant de constater qu'à Europe 1, c'est le Figaro, encore une fois, qui détient littéralement le monopole de l'éditorial politique sur la radio. Donc je ne sais pas si on mesure ce que ça veut dire en termes vraiment de ligne éditoriale et d'influence. C'est Alexis Brézet, qui est quand même le directeur des rédactions, c'est Vincent Trémollet de Villers, directeur délégué, et c'est Alexandre Devecchio, rédacteur en chef du Figaro Vox. Figaro Vox, d'ailleurs, qui est l'organe par lequel c'est, on va dire, extrême droitisé le Figaro. Donc voilà. Et par ailleurs, si on regarde plus largement l'antenne d'Europe 1, on se rend compte que vraiment les têtes d'affiche, mais y compris sur CNews, Laurence Ferrari, Vincent Hervouette, qui est en charge de toute l'information, on va dire, internationale, Pascal Praud d'Acier, c'est des gens qui viennent historiquement de la grande maison TF1 LCI. Et vous prenez Pierre de Villeneuve, Catherine Ney, Feu, plutôt El Kabash, Sonia Mabrouk, etc. C'est vraiment des historiques aussi de Europe 1 du temps de Lagardère, quoi. Donc voilà, c'est important de souligner ça pour montrer qu'il n'y a pas d'étanchéité, mais pour dire aussi que quand même un des phénomènes aujourd'hui à souligner, c'est vraiment la radicalisation en fait de la droite et plus largement la radicalisation des chefferies éditoriales en fait qui sont sociologiquement solidaires des intérêts des classes dirigeantes. Oui, alors, parce que justement, tu expliquais comment cette information circule par le biais des éditorialistes, par le biais des journalistes, qui tournent entre médias Bolloré et médias mainstream. Mais il y a aussi quand même un point que tu abordes dans un des articles que tu viens de publier sur le mode de fabrication de l'info. En fait, l'information aujourd'hui, elle répond à des contraintes d'audimat, et donc cette course à l'audience pousse aussi à privilégier des thèmes un peu accrocheurs, putaclic, comme on peut les appeler aussi. Est-ce que tu peux nous parler aussi de cette évolution qui est quand même très centrale dans l'évolution des thèmes ? Oui, je pense que aussi Samuel pourra y revenir, mais grosso modo, ce qu'il faut dire, c'est que on va dire que le poids des contraintes commerciales et le fait que, grosso modo, le champ journalistique soit de plus en plus sous domination économique, quoi, favorise l'extrême droite, parce que on n'a pas le temps vraiment de rentrer dans les détails, mais ce que ça favorise, grosso modo, c'est les formats low cost et une low costisation générale du débat public, et ça sacrifie tout ce qui favorise l'enquête sociale, le reportage, le temps long de l'information, etc. Et ça favorise, dans ces formats, si vous voulez, l'extrême droite, en fait, on a l'habitude de dire nage comme un poisson dans l'eau en réalité, parce qu'elle n'a pas besoin, dans les débats, de remettre en cause les cadrages, etc., etc. Et on le voit parce que, un des phénomènes qui est lié à ça, mais c'est vraiment la façon, Samuel, je pense que tu y reviendras, mais la façon dont les préoccupations historiques et les thématiques de prédilection des droites au sens large, a fortiori de l'extrême droite, se sont non seulement au cours des 40 dernières années vraiment imposées et ont vraiment constitué un peu la centralité de l'agenda médiatique. C'est une première chose, mais la deuxième chose, c'est aussi comment les cadrages des droites en général de ces questions ont été normalisés. Ces thématiques, c'est évidemment l'immigration, l'insécurité, l'islam. Et donc là encore, c'est vraiment une longue histoire, mais peut-être juste rappeler un chiffre quantitatif aussi pour dire que ça ne remonte pas à Bolloré ni à hier. 4 mois avant, sur les 4 mois avant le second tour de 2002,
l'insécurité représentait 987 sujets par semaine sur 23 chaînes nationales et 18 régionales à l'antenne, et c'était une augmentation de plus de 126% en fait de ces thématiques, alors que il n'y avait pas, on n'avait pas constaté d'augmentation dans le réel, quoi. Voilà, bon, il y a plein de choses à dire. Oui, parce on va passer après. Alors, juste un point, parce que et quand tu disais, voilà, dans cette fabrication de l'information, il y a aussi le rôle des chaînes en continu qui font un espèce de buzz en permanence, et là aussi, ça fait caisse de résonance. Voilà, on voit, et comme tu disais, dans ce contexte-là, l'extrême droite est comme un poisson dans l'eau. Mais voilà, on va tu pourras compléter. En tout cas, voilà, ce que je retiens dans ce que tu disais, voilà, c'est qu'il y a plus d'étanchéité entre les médias d'opinion Bolloré et les médias dits mainstream. Et tu l'as bien expliqué. Alors ça s'est fait insidieusement, et donc ça questionne. Pardon. Ouais, si je peux juste dire un mot quand même, parce un mot supplémentaire. Parce que, y compris, bon, on est le 29, il va y avoir la manif, on reçoit tout à l'heure le président du syndicat des journalistes palestiniens. Je voulais quand même dire un mot sur cette question, parce que vu la thématique qui nous occupe, c'est quand même pas une petite affaire. Dire que la question palestinienne, c'est ce qu'on documente dans Acrimed depuis là 2 ans, ça a vraiment été un symptôme de notre point de vue et un accélérateur de l'extrême droitisation du paysage médiatique, on pourrait même dire en l'occurrence de la fascisation, tant du point de vue du traitement de l'information internationale que du point de vue du traitement des différents positionnements des partis politiques, des mobilisations, etc. etc. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir. Certainement, puis on va consacrer aussi un petit temps aux questions de la salle, donc ce qui nous restera, on va essayer d'accélérer un petit peu. Donc, alors Sébastien, donc, Pauline nous l'a évoqué, le rôle des journalistes. Parce que dans le fait qu'il y ait diffusion des thèmes, du vocabulaire, il faut aussi interroger alors, notre rôle en tant que journaliste, leur manière de traiter l'information. Alors, est-ce que tu peux te dire justement quel rôle ont eu ces journalistes, nous décrypter un petit ça? Je voulais réinsister sur le fait que, littéralement, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la presse d'extrême droite sans trop de difficultés, ne se limite absolument pas aux médias et aux journaux, en l'occurrence. Moi, je vais parler de la presse écrite, plus spécialement, du groupe Bolloré. Ça concerne en effet le Figaro. Ça concerne aussi un hebdomadaire comme Le Point, qui est encore considéré dans certains endroits comme légitime. Il y a une expérience très intéressante à faire qui consiste à aller regarder ce que l'ancien directeur et actuel éditorialiste du Point, Franz-Olivier Gisbert, poste plusieurs fois par jour sur le réseau social d'Elon Musk. C'est tout à fait intéressant. Il y a une obsession entre deux vibrants hommages à la première ministre post-fasciste italienne. Il y a une obsession anti-immigré, anti-islam qui est quand même un peu compliqué pour le moins. Et je répète ça parce que je voudrais aussi insister au passage sur le point que le Figaro, surtout le Figaro, qui est le journal le plus aidé de la presse française en fait, le Point, c'est des journaux qui sont très lourdement subventionnés par l'État au titre des aides publiques à la presse. Et je pense que pour la gauche, et pour quiconque s'intéresse un peu à la critique des médias, ça va devenir intéressant et peut-être un peu urgent de réfléchir à cette question et de se demander, par exemple, ce que finance réellement ou ce que sponsorise réellement les 10 millions et quelques d'euros qui sont distribués chaque année au Figaro, pour ne citer que ce titre, qui encore une fois, avec Le Monde, il se tire un peu la bourre, si vous me passez l'expression, d'une année à l'autre, mais c'est les 2 journaux les plus subventionnés. On peut considérer que l'État et les contribuables à leur insu sponsorise une propagande d'extrême droite quotidienne et plus que quotidienne, constante avec Internet maintenant. Voilà, je voulais dire ça d'abord. Et puis surtout, je voulais un petit peu insister sur le fait que l'extrême droitisation et la banalisation des discours d'extrême droite, pour aller vite dans le débat public, dans le paysage, dans l'époque, ça se limite pas non plus à cette presse réactionnaire
étendue dont on vient de parler, de Bolloré au Point, au Figaro, etc., etc. Et je trouve que c'est important, depuis la gauche ou depuis un point de vue un petit peu contrastant, de s'intéresser au fait que des journaux dont Pauline disait très justement qu'ils sont considérés encore aujourd'hui comme très légitimes, et en tout cas comme ne pouvant pas être catalogués à droite ou à l'extrême droite, contribuent eux aussi très activement à l'extrême droitisation. Et il y a évidemment un cas qui moi me paraît à la fois intéressant et très symptomatique, c'est celui du Monde, qui est encore considéré comme le journal de référence, qui lui-même, fort de cette image et de cette étiquette, se considère encore un peu comme ce qu'on pourrait appeler l'arbitre des élégances journalistiques, en fait, au quotidien. Et Le Monde contribue, à mon avis, très considérablement, à sa manière, qui est beaucoup plus contournée, détournée, d'aucuns diraient sournoise, mais n'allons pas trop loin, à la radicalisation droitière du paysage médiatique. Il y a un exemple qui moi me fascine depuis plusieurs années, c'est que Le Monde régulièrement produit des éditoriaux pour dire attention, l'extrême droite arrive, faut faire super attention. Et puis la semaine d'après ou celle d'après, il y a un éditorial pour dire attention, la droite dit presque la même chose, la droite dite républicaine dit presque la même chose que l'extrême droite. Et ça alterne régulièrement. Dans le monde réel, la droite républicaine ne dit pas presque exactement la même chose que l'extrême droite. Ça fait des années qu'elle dit exactement la même chose, mais pour autant, Le Monde ne l'a jamais considérée comme une extrême droite. Et il continue à faire cette distinction entre une droite qui serait en somme fréquentable et une extrême droite qui ne le serait pas, alors que les deux sont littéralement obsédés par l'immigration, par l'islam et par l'insécurité, systématiquement amalgamés dans un grand tout. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'insiste sur ce refus du Monde de considérer que cette droite est une extrême droite? Parce que dans le même temps, plus particulièrement depuis 2 ans, mais ça remonte en fait un peu au-delà, il y a un autre parti que Le Monde n'hésite jamais à traiter d'extrémiste, c'est la France insoumise. Et ça fait 5 ans que Le Monde, mais quand je vous dis toutes les semaines, je crois que j'exagère à peine, publie soit des éditoriaux, soit des chroniques, soit des articles qui parlent de ce qu'il appelle les extrêmes. Et la locution « les extrêmes » est plus que récurrente dans les pages du Monde. Et les extrêmes, c'est quoi? C'est d'un côté la France insoumise et de l'autre côté le Rassemblement national. On voit bien le problème. La France insoumise, on en pense qu'on veut par ailleurs, mais c'est pas un parti d'extrême gauche, c'est un parti qui en est à peu près là où en était le PS dans les années 1980. Et c'est un parti antiraciste, alors que l'extrême droite est pour le coup réellement une extrême droite. Et bien évidemment, en parlant des extrêmes, et en intégrant la gauche insoumise dans cet ensemble, on relativise et de fait on minimise la dangerosité réelle de l'extrême droite. Et ça c'est Le Monde, mais c'est aussi Libération, etc., etc. Et ça me semble être tout à fait au moins aussi dangereux en réalité que les papiers ouvertement xénophobes du Figaro ou de la presse de droite et d'extrême droite, à mon avis. Je trouve que c'est important d'en parler. Et je trouve intéressant de regarder cette alternance d'éditos dénonçant les extrêmes et d'éditos disant attention, voilà l'extrême droite, parce qu'en réalité, Le Monde passe pas mal de temps à nourrir les effets dont il déplore les causes quand il fait ça. Voilà. Pardon ? Marianne. Non, mais bien sûr, mais Marianne, dans mon esprit, c'est pas... Marianne, c'est déjà... Enfin, moi, personnellement, je le classe quand même déjà très, très, très loin à droite, hein, quand même, Marianne. On prendra les questions de la salle après. Surtout, réservez vos questions. Je prends un dernier exemple de ça, parce qu'il est tout récent et il m'a frappé. La semaine dernière encore, Le Monde a publié une chronique d'un de ses chroniqueurs historiques, Philippe Bernard, dont le titre, juste le titre, était à lui seul un programme. C'était « Si la gauche veut regagner les classes populaires, elle ne peut plus faire l'impasse sur l'immigration ». Fermez les guillemets. Et ça, je veux dire, c'est typiquement un titre qui participe activement à la droitisation générale.
Accessoirement, ça fait 30 ans que la gauche s'empare de la question de l'immigration, comme il dit, en allant systématiquement plus loin sur le terrain de la droite et de l'extrême droite. Et deuxièmement, cette exhortation à opposer pour la millionième fois ce qui relèverait des luttes sociales et ce qui relèverait de l'immigration, que ce chroniqueur amalgame évidemment avec l'insécurité, etc. Voilà. En gros, c'est un papier qu'on pourrait lire dans le Figaro, voire dans Valeurs Actuelles, mais il est dans le Monde. Voilà, j'ai fini. Non, mais parce que, attends, non, tu n'as pas fini, parce qu'on évoquait donc le rôle des journalistes et dans ce glissement, mais quand même, il y a un point qu'il faut aujourd'hui regarder, c'est ces nouvelles écoles de journalisme aux mains de Stérin, c'est-à-dire que, du milliardaire Pierre-Édouard Stérin, donc l'extrême droite met en place un système de formation des journalistes pour carrément avoir des gens à leurs mains qui sont déjà convaincus des thèses. Est-ce qu'on peut dire un mot quand même? Parce qu'il y a l'Institut libre du journalisme notamment. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle génération de journalistes qui vont arriver, qui vont déjà être complètement lobotomisés ou en tout cas formés à défendre ces thèses. Comment tu vois les choses? D'une part, ça confirme que l'extrême droite, et notamment Bolloré pour le coup, bien sûr, est occupé à construire effectivement un large écosystème qui concerne les médias, finalement de la production des journalistes, si j'ose dire, à la production de journaux et de contenu audiovisuel. On pourrait parler de l'édition, etc. Après, moi je relativise un peu ce truc-là parce que faut surtout pas qu'on se dise que par contraste, les écoles de journalistes étaient vachement mieux avant. Les écoles de journalistes telles qu'elles existaient avant d'être achetées par Bolloré, c'est quand même elles qui ont produit les journalistes qui ont activement participé depuis 20 ou 30 ans à l'extrême droitisation dont on parle. Donc, comment dire, malheureusement, je pense pas que ces écoles aient besoin d'être sous pavillon Bolloré pour être éventuellement, évidemment, je vais pas monter trop en généralité, mais des usines à fabriquer des fabricants de l'opinion quand même. Samuel, moi j'aimerais que tu nous parles du rôle des faits divers, parce que tu as écrit un article absolument passionnant qui s'appelle « Les faits divers, industrie médiatique et armes idéologiques pour l'extrême droite ». Et moi j'ai été vraiment très intéressée par ton analyse, c'est-à-dire comment les faits divers servent de cheval de Troie aux idées d'extrême droite dans l'opinion publique. J'aimerais que tu nous parles de ce point en premier, s'il te plaît. Oui, effectivement, pour parler de ça, il faut que je parle un petit peu de ce qu'on appelle l'extrême droite identitaire, c'est-à-dire extra-parlementaire, ou en tout cas qui n'essaie pas directement de prendre le pouvoir par les urnes, et qui va essayer de propager ses idées dans l'espace public. Moi, j'ai enquêté sur cette extrême droite il y a longtemps maintenant, plutôt au début des années 2010, par immersion, et ça m'a permis de comprendre de l'intérieur comment il s'y prenait pour se mobiliser, pour essayer de mener ce qu'on appelle parfois la bataille des idées. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que au début des années 2010 et 2010, les identitaires, c'est pas grand-chose, quoi, en fait. Alors le groupe qui deviendra Génération Identitaire, au départ, il s'appelle Unité Radicale. Il y a un militant, Maxime Brunry, qui a essayé d'assassiner Jacques Chirac, alors président. Ils sont complètement marginalisés sur le plan politique. Ils n'ont pas tant de militants que ça, pas de moyens. Ils essaient de se présenter à des élections locales, ça marche pas du tout. Et en fait, comme beaucoup de groupuscules de l'époque, ils n'arrivent pas à se faire une place à l'ombre du Front National qui a un monopole à l'extrême droite. Et par contre, ils vont essayer de faire des petites actions qu'on appelle d'agite-prop, agitation et propagande, quoi. Moi, j'assiste par exemple à une action, au débrief d'une action où parmi d'autres, hein, et ils envahissent un quick qui distribue des plats halal à Villeurbanne. Ils se déguisent avec des masques de cochon, ils se filment, ils postent la vidéo sur les réseaux sociaux et ils se rendent compte que ça marche assez bien. C'est-à-dire que le nombre de vues est assez conséquent, c'est repris par la presse locale et en partie par la presse nationale, et ils sont assez satisfaits de ça. Ils se rendent compte que
en n'étant pas beaucoup, en ayant peu de moyens, ils arrivent quand même à ce que leurs actions résonnent dans l'espace public, à ce que certains mots d'ordre commencent à être repris par les journalistes, etc. Et c'est pour ça qu'ils vont vraiment concentrer leur stratégie vers ce qu'on appelle la métapolitique, rendre consensuelles leurs idées, saturer l'espace public, etc. Il y a Génération Identitaire, mais je pourrais vous parler d'autres groupes identitaires comme Nemesis. Ce sont aussi des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ce sont des éditorialistes, toute cette nébuleuse identitaire qui va préparer le terrain à la victoire électorale du Rassemblement national ou d'un autre parti d'extrême droite. Moi, la question que je me suis posée ensuite dans mon enquête, c'est comment expliquer du coup que ça marche, que ces actions-là, elles résonnent dans l'espace public. Et pour ça, il faut avoir en tête les transformations du champ journalistique justement dans ces années-là, où c'est des choses qui avaient déjà été observées précédemment par Pierre Bourdieu, par d'autres, notamment le déplacement du centre de gravité journalistique vers l'audiovisuel, et notamment vers l'audiovisuel privé, avec une concurrence croissante entre chaînes de télévision pour capter l'audience, parce que c'est au centre de leur économie, l'arrivée des réseaux sociaux, mais aussi des chaînes d'infos en continu, qui vont faire qu'ils vont vraiment rechercher une audience maximale. Et un des genres journalistiques qui a la réputation de faire de l'audience, c'est notamment les faits divers, qui vraiment connaît dans l'audiovisuel privé, notamment dans les chaînes d'infos en continu, une croissance exponentielle, et qui vont faire que finalement, ce que je décrivais là, les actions d'agitprop, des identitaires, mais aussi certains faits divers qui peuvent être repris par l'extrême droite, sont plutôt bien perçus par certains journalistes de ces chaînes. C'est-à-dire que vous vous rappelez peut-être du meurtre de Lola, par exemple, ou de Thomas à Crépol, Philippines à Paris, un an plus tard, 2022, 2023, 2024. C'est par exemple des cas qui sont assez intéressants à étudier parce que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres faits divers dans le même temps qui ont exactement la même structure, dont on aurait pu autant parler, mais qui ne connaissent pas la même carrière médiatique. Et si ça marche, c'est aussi parce que l'extrême droite parvient à instrumentaliser ces faits divers, à faire en sorte que ce soit repris, capté, notamment évidemment par les médias d'extrême droite. Et c'est ça qui va leur permettre, en tout cas, de saturer l'espace public. C'est ce qu'on peut appeler, en tout cas, un cadrage de l'information qui va marcher. Par exemple, j'ai fait des entretiens avec des programmateurs d'émissions de plateau aussi, qui me disent les sujets d'extrême droite, ou le fait d'inviter des personnalités d'extrême droite, ça cartonne en termes d'audience. Pour nous, en fait, l'extrême droite, ce sont des bons clients. Pour moi, ça explique que, en fait, effectivement, on l'a dit, il y a des passages idéologiques de médias à d'autres. Moi, dans Politiser la haine, je parle des questions de laïcité, par exemple, comment ça circule à travers des alliances politiques sur ces sujets-là. Mais c'est aussi que pour une partie des médias, encore une fois, l'extrême droite, elle est assez attractive sur le plan journalistique, notamment pour ces médias qui sont très subordonnés à des logiques commerciales, à des logiques d'audience. Et ça a des effets très délétères parce que on a des sujets comme l'immigration, comme l'insécurité, par exemple, dont l'extrême droite est vraiment propriétaire et qui accule en fait une gauche qui est par ailleurs de plus en plus dénigrée, stigmatisée, et qui nourrit l'idée que finalement aujourd'hui il y aurait vraiment une demande de répondre à un problème d'immigration. Voilà, on en vient à l'idée que finalement il faut se positionner sur les problèmes tels qu'ils ont été définis par l'extrême droite. C'est exactement ce que disait Sébastien Fontenelle sur le cas de l'édito de Philippe Bernard du 23 novembre au Monde, et qui reprend la lignée un peu Manuel Valls, donc de l'idée que en fait aujourd'hui le vrai peuple en fait il s'intéresse surtout à des questions d'immigration, d'identité, etc. Et donc il faut aller sur ce terrain de l'extrême droite pour capter en tout cas cette demande. C'est
c'est complètement absurde. C'est quelque chose qui est très bien travaillé en sciences politiques. D'une certaine façon, si on n'arrive pas à définir nous-mêmes les problèmes sociaux historiques de la gauche, de justice sociale, d'inégalité sociale notamment, en fait, on a perdu en quelque sorte la bataille des idées. On ne peut pas gagner, en tout cas, une bataille lorsque c'est l'adversaire qui parvient à définir, à construire les problèmes publics. Alors, vraiment merci parce que voilà, ça nous éclaire grandement. Je voudrais que tu nous parles maintenant de l'enquête, de l'étude que tu mènes actuellement. Parce que là, aujourd'hui, tu interviews, en tout cas, le thème de ton étude, c'est auprès de journalistes qui font carrière dans les médias d'opinion et d'extrême droite, même les médias Bolloré, non? Comment tu vas... Voilà. Notamment les médias Bolloré. Alors, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à ce sujet? Et comment est-ce qu'ils vivent le fait de bosser clairement pour des médias d'extrême droite? Oui, alors c'est vrai que là, on parle beaucoup de la façon dont les cadrages d'extrême droite circulent dans l'espace médiatique et c'est super important, mais on peut revenir aussi sur des choses qui paraissent assez basiques, quoi. C'est que, en fait, une des forces aussi de Bolloré, notamment, spécifiquement, mais aussi d'autres, c'est tout simplement que, en fait, il est capable de faire manger une partie des journalistes, quoi. C'est-à-dire de façon très économique. C'est un faiseur de carrière, en fait. Et je parle pas que de Pascal Praud ou d'Hanouna, mais de journalistes qui sont en début de carrière. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la profession de journaliste, elle a été extrêmement précarisée ces 10-15 dernières années. Que maintenant l'entrée par la pige c'est devenu complètement la norme et que contrairement en tout cas à ce à quoi je m'attendais, les jeunes journalistes qui travaillent par exemple pour CNews sont pas tous d'extrême droite, au sens ils n'ont pas forcément de socialisation militante à l'extrême droite ou même d'opinion très constituée, de sympathie très poussée pour cette famille-là. Mais par contre, pour certains d'entre eux, ils sont arrivés là parce qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs, quoi. Mais quand on regarde, par exemple, du côté des formations au journalisme reconnues, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui ont envie de travailler pour ces médias-là. C'est pas l'idéal journalistique d'aller vers là. Pas seulement parce que c'est d'extrême droite, mais aussi parce que c'est du mauvais journalisme, en gros. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que à CNews, par exemple, il y a un turnover hyper important. La rédaction, elle est super jeune, et ce qui fait qu'on y monte assez vite. C'est-à-dire qu'au bout, assez rapidement, vous pouvez arriver à faire du direct, à couvrir des sujets d'ampleur nationale, là où il faudrait attendre beaucoup plus longtemps si vous êtes à France Télévisions. Donc ça veut dire que la file d'attente, elle est plus courte. On se retrouve dans quelque chose qui est assez analogue en politique où au Front National, par exemple, il y a Front National devenu Rassemblement National, il y a un manque historique de cadres. Ils sont en permanence en train de rechercher des cadres, ils ont du mal à trouver des personnes formées. Voilà, on l'avait vu aux dernières législatives, quoi. C'est une catastrophe. Enfin, d'une certaine façon, c'est un peu pareil à l'extrême droite. Il y a un déficit. Donc, ils vont beaucoup plus puiser au sein des écoles de journalisme non reconnues, privées. Mais aussi, c'est pour ça, ils essayent de construire leur propre écosystème informationnel, notamment en rachetant ou en créant des écoles de journalisme. C'est vraiment ça la logique. C'est même l'histoire des écoles de journalisme non reconnues, d'essayer de répondre à une demande autre. Historiquement, presse magazine, petits médias beaucoup plus dominés, etc. Donc, s'il y a quelque chose qui est en train de se jouer là-dessus, et qui n'est pas négligeable, c'est aussi, effectivement, c'est non seulement la circulation des cadrages d'extrême droite, mais aussi la façon dont, matériellement, Bolloré notamment et d'autres essayent de, tout simplement, grignoter la profession de journaliste. Et c'est assez analogue à ce que fait Sterrin, par exemple, dans le monde de la culture, où en fait, il fait manger des gens et à un moment donné, il agrège des personnes qui ne sont pas forcément positionnées directement à l'extrême droite. Et juste pour comprendre, quelle hypothèse tu cherchais à déterminer quand tu as fait cette étude? Eh ben, moi, c'était vraiment mon intrigue de départ, c'était vraiment, est-ce que
d'où viennent en tout cas les journalistes qui travaillent pour CNews ou pour d'autres chaînes d'infos en continu, qui sont sociologiquement, est-ce qu'ils sont, et comment ils sont politisés, c'est quoi leur carrière, voilà, c'est des questions assez classiques par entretien, et c'est vrai que j'étais surpris par le fait que, en fait, travailler par exemple à CNews, c'est pas un stigmate dans le champ journalistique, pour faire carrière en fait. C'est-à-dire que ce sont des journalistes qui peuvent complètement commencer à CNews et après aller vers BFM, aller vers Le Figaro. Ils vont pas être blacklistés quoi en fait. Et même en fait, je prends l'exemple de CNews que je connais assez bien. En fait, ils sont très jeunes, mais ils sont aussi très précaires. Il y a beaucoup de pigistes, et donc ce sont des pigistes qui, pour boucler leur fin de mois, vont travailler en même temps en fait pour CNews, pour BFM, pour France Info. Et ils font les mêmes contenus quasiment. Et c'est assez étonnant en fait que comment par en bas la porosité entre rédactions elle est extrêmement forte en fait, et même sur une rédaction comme CNews, finalement vous apprenez des compétences journalistiques qui sont complètement transférables ailleurs, savoir travailler vite, acquérir un bagage technique dans l'audiovisuel. C'est aussi savoir montrer une certaine docilité vis-à-vis de la hiérarchie. C'est aussi très vertical à CNews. Tout ça, ce sont des compétences qui peuvent tout à fait être appréciées ailleurs, en fait. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais quand même vous entendre tous les trois sur le fait, voilà, puisque le thème de cette journée, c'est construire des résistances. Alors là, on a vu comment le champ, à la fois le vocabulaire, les thèmes de l'extrême droite se sont diffusés. Mais du coup, quelle résistance construire vis-à-vis de cette vague? Alors, Samuel, tu disais, si les cadrages sont faits par l'ennemi, enfin, on a perdu la guerre culturelle, quand même, est-ce qu'on ne peut pas repartir de cette journée en disant qu'on a perdu la bataille? Donc, quels seraient vos points de vue ou vos idées pour, voilà, quelle résistance construire? Samuel, tu veux commencer, ou Pauline? En fait, c'est ce que veut l'extrême droite, c'est aussi qu'on adhère à son récit qu'ils ont gagné la bataille culturelle en fait. Il me semble que c'est pas du tout acquis. Il me semble qu'il y a quand même pas mal de travaux là du côté de la science politique qui montrent qu'il y a effectivement une droitisation. On a tous les trois expliqué, mais qu'il y a une droitisation qui passe plutôt par le haut, quoi. Pauline disait, c'est beaucoup une radicalisation, par exemple, des chefferies éditoriales. Sébastien Fontenelle parlait des éditorialistes du Monde, en fait. Et en fait, on se retrouve avec des élites des partis et des médias qui sont beaucoup plus à droite, en fait, que la population, quoi. Beaucoup plus à droite, quoi, en fait, qui s'alignent effectivement, notamment sur un agenda d'extrême droite. Mais quand on regarde plus en bas, la population générale, mais aussi les simples journalistes ou les bases militantes et syndicales, c'est pas du tout acquise. Et il y a une résistance à l'extrême droite qui me semble effectivement bien plus forte que ce que pourrait laisser penser la visibilité médiatique de ça. Et si je prends le cas des législatives, quand il y a une capacité de mobilisation, on voit que le terrain n'est pas du tout acquis encore à l'extrême droite. Et il y a beaucoup de choses qui sont encore du côté de la gauche, notamment l'idéal de vérité, une forme de rigueur intellectuelle. Une façon de le dire, c'est que de façon beaucoup plus directe de dire qu'ils n'ont pas gagné la bataille culturelle des idées, c'est qu'au fond, ils ont encore peu de légitimité culturelle. Moi, quand j'enquêtais sur les identitaires, ils essayaient par exemple de faire de la musique, du cinéma, etc. Je veux dire, ils sont nuls encore. C'est pas quelque chose qu'ils savent très bien faire.
d'une certaine façon, je l'ai dit, ils sont nuls en journalisme aussi, en fait. Je veux dire, quand les têtes de gondole, c'est Eugénie Bastier, Pascal Praud ou Hanouna, on est quand même pas sur le prix Albert Londres, quoi, encore. Voilà. Mais merci, parce que voilà, tu ouvres quand même une brèche, un espoir. Pauline, sur nos capacités à construire des résistances, qu'est-ce que tu dirais ? Moi, je dirais, faut le faire rapide, j'imagine, parce qu'après, il y aura les questions, mais je dirais ce que rappelle Acrimed depuis 30 ans, bientôt maintenant, donc c'est-à-dire faire vraiment des médias une question politique, et donc il faut réfléchir politiquement à des propositions qui ciblent la concentration, qui ciblent la propriété capitalistique des médias, puisque on l'a vu dans nos 3 interventions, en réalité, il faut arriver à défaire vraiment des mécanismes et l'emprise commerciale qui est ce sur quoi prospère quand même beaucoup l'extrême droite. Donc il y a beaucoup de choses à penser en termes de transformation en fait des médias. Sébastien parlait aussi des aides à la presse. On a travaillé beaucoup aussi à Acrimed sur le statut juridique des rédactions, redonner un peu le pouvoir aux journalistes. Il y a plein de choses à penser de ce point de vue-là. Et puis politiser la question des médias, ça veut aussi, c'est aussi dire interpeller la gauche au sens large, qu'elle soit sociale, politique, syndicale, partisane, syndicale, sociale, sur son rapport aux médias. Essayer quand même de pas subir le rythme qui nous est imposé. Je repensais à ce que tu disais, parce que dans l'étude de RSF dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas une conclusion qui a beaucoup intéressé médiatiquement, mais pourtant elle est quand même intéressante, on remarquait, toute chaîne d'information confondue, que tous additionnés, la santé, l'écologie, le pouvoir d'achat, c'est RSF qui parle comme ça, l'éducation, occupent moins de 4% du temps d'antenne sur l'ensemble des chaînes. Voilà, quand tu disais en fait de quoi on parle médiatiquement, de quoi en fait on assiste en permanence quand on regarde les médias, quand on lit grosso modo la presse, je le fais à gros traits, mais au théâtre des droites en fait au sens large qui discutent entre elles, quoi. Et donc il y a vraiment une dépossession des thématiques fortes sur lesquelles doit prospérer la gauche au sens large, quoi. Donc en fait il faut aussi pouvoir réimposer d'autres questions, discuter d'autres choses au-delà évidemment de pouvoir d'imposer nos cadrages sur un certain nombre de sujets, quoi. Donc il y a ça à réfléchir, à mon avis. Merci beaucoup. On a une vingtaine de minutes pour les questions. Oui, on va distribuer la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je parle d'une radio qui s'appelle Fréquence Paris Pluriel. Et moi, je voudrais savoir un petit peu je me prénomme Joël, je voudrais savoir un petit peu comment sont considérées les radios associatives dans cette question-là, et les journaux associatifs, parce que là, on a parlé effectivement de gens qui sont déjà installés dans le paysage audiovisuel. Mais effectivement, le monde associatif aujourd'hui aussi est concerné. Elle est concernée parce qu'il y a des coupes de l'État. Il faut le rappeler aussi, si aujourd'hui il y a cette situation-là, c'est que les gouvernements et les États qui se sont succédés ont fait des coupes drastiques dans les moyens de communication. Moi, je vais donner cette question-là, par exemple, sur le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui concerne les radios associatives. C'est en diminution. Et donc, c'est aussi la question aujourd'hui, dans ce paysage-là, puisqu'on a parlé de tous ces gens-là, comment sont considérés les médias associatifs, que ce soit radio ou journaux. Merci beaucoup. Donc, suite des questions, on prend une série de questions. Ouais, on va prendre peut-être une ou deux autres questions. Alors moi je suis un visiteur libre, je ne fais partie d'aucune organisation ni rien. Je voulais savoir, on parle beaucoup de journalistes qui étaient très marqués, mais moi je vois par exemple avec la question du Monde que vous avez évoqué, les effets de cadrage par tout ce qui est éditorialiste et puis rédacteur en chef, à quel point ça a un impact sur la création de la formation et notamment son extrême droitisation. Moi je suis pigiste, donc je tourne dans différentes rédactions.
On parlait tout à l'heure de la précarité. Moi, je vois combien les pigistes ou même les journalistes sur place ont peur de perdre leur poste. Donc, beaucoup se taisent et écrivent ce qu'on leur demande d'écrire, parce qu'autrement, ils sont à la porte. On parlait tout à l'heure du Point. J'ai vu comment... Moi, je tournais aussi dans différentes rédactions, donc des rédactions de droite, des rédactions de gauche. J'ai vu comment le Point a viré très extrême droite. Moi, je m'occupe de la partie photo et je vois la manipulation au niveau des images. C'est insupportable. Depuis les dernières élections, comment on utilise le portrait de Mélenchon. Il n'est jamais utilisé avec un sourire bienveillant, c'est toujours la peur. Il décrit de la violence, de l'agressivité. Quand j'en parle autour de moi, on me dit « oui, mais moi, je ne veux pas perdre mon poste ». Quand on voit qu'au Point, il y a 48 journalistes qui ont été licenciés, que les SR ont été remplacés par l'intelligence artificielle. Moi, j'ai travaillé 7 mois chez Prisma, la peur des journalistes. Le fait qu'on réduit de plus en plus les rédactions, les services photos. Et donc, la résistance, c'est difficile de résister quand on sait qu'on va perdre son travail ou quand on est pigiste et qu'on ne sait pas comment on va retrouver du travail. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je le vis depuis tant d'années et c'est ce que je disais à madame tout à l'heure, je suis triste de ce que devient la presse, mais en même temps, quand on voit comment les tarifs, comment on vous paye aujourd'hui, quand on voit par exemple dans le groupe Prisma qu'il y a de plus en plus de gens qui sont auto-entrepreneurs, c'est-à-dire que c'est très grave, on parle de donner des subventions à des groupes de presse qui ne vont plus faire appel à des journalistes avec une carte de presse, mais à des auto-entrepreneurs. Chez Reworld Media, l'été dernier, on m'a dit si ces photographes veulent travailler, c'est plus en carte de presse. Tu leur demandes d'être auto-entrepreneur. C'est insupportable. Donc je ne sais pas si je m'exprime bien, mais quand je vois ce que devient Marianne, ce que devient Libération, qui sont des journaux qui, pour moi, à ma manière, virent de plus en plus à droite. Voilà, pardon, mais j'espère m'être bien exprimée. Merci infiniment. Non, mais merci infiniment pour ce témoignage, parce que voilà, qui explique aussi comment cette précarité influe aussi et l'utilisation des photos. On prend encore la dernière de monsieur et puis après on répondra. Déjà bonjour et merci pour vos interventions, c'était très intéressant. J'ai une question et et je suis en recherche d'emploi, je suis auditeur libre, je suis pas encore syndiqué. Je me pose la question de à quel point est-ce que, en tant que journaliste, on a un rôle à jouer sur le champ associatif pour l'éducation aux médias et justement permettre de transmettre à d'autres personnes qui n'ont pas formé au journalisme comment bien décrypter et décoder ce langage très particulier. Et à quel point est-ce qu'on a un vrai rôle à jouer pour permettre de lutter contre l'extrême droite qui pullule et qui dérive petit à petit. Clairement, voilà. Oui, merci beaucoup. Alors, sur le rôle des radios et publications... Allez, une dernière, vous êtes d'accord? Alors, c'est pas une question, mais est-ce que vous pouvez juste faire le parallèle et voir votre point de vue entre ces questions d'extrême droitisation et la question de la confiance dans les médias et comment les deux sont corrélés, voir s'il y a un lien de causalité entre les deux. Le fait que la confiance dans les médias de manière générale s'effondre dans les pays occidentaux et typiquement en France, et à quel point est-ce que ça peut être lié à la thématique du jour. Juste, vous êtes qui? Nicolas, je suis chercheur. Et vous êtes chercheur sur les médias. D'accord, merci beaucoup. Donc, si on reprend les questions, on va les prendre dans l'ordre. Alors, radio et publications associatives. Moi, je veux bien dire un tout petit mot là-dessus, mais qui est pas... je me sens pas spécialement compétent pour parler de ça. Ça m'évoque juste le fait que tout à l'heure, on évoquait les aides publiques à la presse.
quand tu parles d'une baisse qui est pas d'ailleurs limitée aux médias, les aides publiques au monde associatif, c'est une cata. Où qu'on porte le regard, c'est des trucs dont la gauche pourrait s'emparer. Ça rejoint aussi un peu la question des pigistes. C'est quand même des sommes phénoménales, hein, les aides publiques à la presse. Je veux dire, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Il est très précisément documenté depuis très longtemps, depuis un rapport de la Cour des comptes notamment, très volumineux, très complet et déjà assez ancien, qui a aucun contrôle. Ça rejoint ce qu'on a appris beaucoup plus récemment sur les aides publiques aux entreprises, en fait, qui sont à aucun moment contrôlées, dont on ne sait pas exactement ce qu'elles deviennent, à quoi elles servent, etc. Ça vaut pour les médias. C'est des sommes gigantesques qui sont distribuées dans les aides publiques à la presse sans qu'on sache ce qu'elles deviennent. Nous, on voit ce qu'elles deviennent quand elles vont à la presse de droite ou plus généralement à la presse mainstream. Elles deviennent, comme on disait tout à l'heure, de la propagande de droite. On pourrait tout à fait imaginer que la gauche réfléchisse à d'autres utilisations de cet argent, que ce soit soit pour remettre en place, soit pour renforcer un soutien au secteur associatif, soit pour imaginer tout ça. J'en parle avec un peu de légèreté ici parce que c'est assez complexe, mais des dispositifs de soutien aux pigistes, etc. Voire dans nos rêves les plus fous que le statut de pigiste revienne à un seuil, au seuil où il était il y a encore quelques décennies, c'est-à-dire un moment où il n'était pas la norme finalement. Voilà. Et juste pour ça, c'est un minuscule détail, mais l'iconographie, les choix iconographiques qui permettent de montrer une Le Pen toujours souriante, un Bardella toujours très avenant et un Mélenchon toujours très menaçant, ça remonte pas en fait aux dernières législatives, hein. C'est beaucoup plus ancien que ça. Et là encore, je vous invite à vous pencher sur quelques couvertures du Monde et du Monde Magazine et sur l'iconographie du Monde depuis pas mal d'années. C'est tout à fait intéressant. Et celle de Libé aussi. Est-ce que parce qu'on avait quand même deux questions là sur l'éducation média, la confiance dans les médias. On prendra la question du Monde et du cadrage, mais j'ai l'impression que on reviendrait un petit peu sur ce qu'on avait détaillé dans la table ronde. On prend éducation média, confiance dans les médias. Là, c'est quand même Samuel ou Pauline. Éducation média. Disons que dans les résistances, c'est un des éléments importants dans les résistances, c'est l'éducation aux médias. Bon, je commence par ça alors. Sur l'éducation aux médias, je dirais que c'est évidemment un élément hyper important de comprendre comment les journalistes travaillent, par exemple, comment on s'informe. C'est quelque chose qui est scolarisé. Et c'est certain que c'est un des leviers, en tout cas, peut-être pour regagner de l'autorité du côté de la profession de journaliste. Et en même temps, là où je suis un peu plus sceptique, c'est que c'est aussi un élément de défense des frontières professionnelles qui a ses limites au sens où souvent, par exemple, alors je prends éducation aux médias, mais plus généralement tout ce qui est fact-checking et ce genre de choses. En général, ce qu'on cible, c'est effectivement la désinformation. On sait que... Oui. En fait, ça s'adresse à les personnes qui ont peu de confiance dans les médias. Au fond, s'intéresse assez peu à ce fact-checking et on a très peu de chances de convaincre des personnes qui, de toute façon, ne font pas confiance aux médias traditionnels. Et y compris le gouvernement actuel, y compris Macron, est beaucoup allé dans le sens il faut faire de l'éducation aux médias, mais d'un autre côté, il favorise les politiques de dérégulation de l'écosystème médiatique. Et c'est-à-dire que c'est un peu facile de dire tout va aller mieux en faisant de l'éducation aux médias, alors que matériellement, on donne peu d'éléments pour que les journalistes puissent faire leur travail. En fait, c'est assez hypocrite. C'est ça que tu voulais dire quand tu dis les défenses professionnelles ? C'était au sens où... Oui, je suis pas allé au bout de l'idée.
moi, ce que je trouverais intéressant aussi, c'est que la profession de journaliste ne se limite pas, en tout cas, les journalistes se limitent pas à dire voilà, telle information est fausse ou elle est incomplète, etc. Mais c'est aussi d'exercer un peu plus de sens critique, y compris envers les confrères, quoi. Quand il y en a un qui dit des bêtises ou en tout cas qui déroge à l'éthique journalistique, c'est un petit peu plus de l'afficher, de rentrer dans ces débats-là. Bon, et Sébastien, tu voulais rebondir sur un petit mot sur l'éducation média ? Trois mots qui vont dans le sens de ce que tu disais, parce qu'il faut quand même considérer que l'instauration d'une espèce d'âge du faux partout, du mensonge partout, autre nom du macronisme notamment, mais ça remonte un peu à avant ça, et aussi le moment de l'installation d'une éducation très officielle et officialisée et presque gouvernementale aux médias, dans les écoles, etc. Il faut quand même regarder d'assez près qui sont les gens qui sont chargés de cette éducation aux médias. C'est un peu, je le rapproche vachement justement de l'espèce de normalisation dans les rédactions du fact-checking. Il y a un moment où le fact-checking devient une espèce d'alibi à toutes les dégueulasseries aussi. Je veux dire, quand Libé ou quand Le Monde font du fact-checking, une fois sur deux, pour être gentil, on a envie de leur dire, mais mec, quand tu auras fini de regarder ce qui se passe au journal du dimanche ou sur France 2, regarde ce qui se passe dans ta propre rédaction, mais dont tu ne parleras jamais, évidemment. Tu peux être fact-checker au Monde, va relire là, et je reviens un peu j'arrive un peu sur ta question sur les éditorialistes et chroniqueurs installés. Moi, j'attends quand même que les fact-checkers du Monde aillent relire cette chronique de Philippe Bernard dont je vous parlais tout à l'heure et disent, ben voilà, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, là c'est un mensonge, là c'est... Voilà. Donc, éducation aux médias et fact-checking, c'est aussi... Ça peut être, c'est pas que ça évidemment, ça peut être un moyen de reproduction et de reconduction de tout ce qui va pas dans les médias. Et puis je rebondis parce que je pense qu'il faut insister, c'est tolérer aussi du coup les critiques qui viennent de l'extérieur, parce que on a tendance tolérer les critiques qui viennent de l'extérieur, parce qu'on a tendance dans ce milieu à se dire que seuls les journalistes peuvent s'occuper du journalisme, donc voilà, et en remettre une couche quand même parce que c'est hyper compliqué de s'organiser et de lutter, parce que effectivement il y a tout un pan de la profession qui est extrêmement précarisé. Ça c'est le bas, les soutiens de l'information, quoi. Donc on ne peut qu'encourager une organisation déjà à ce niveau, quoi. Il y a des associations de pigistes, il y a des syndicats, il faut mener les luttes en interne aussi de ce point de vue-là, même si clairement le rapport de force n'est pas très bon en interne et que c'est pas facile. Mais il ne faudrait pas non plus faire croire qu'il y a un niveau haut des hiérarchies et en bas les soutiers, quoi. Il y a aussi quand même dans cette profession c'est ce que disent les travaux de sociologie, hein, toute une strate intermédiaire en fait très installée, qui est très confortable, hein, qui est en CDI, etc. et qui est en voie quand même d'embourgeoisement et avec une force d'inertie et de non-critique qui est quand même qui pèse lourd en fait dans la non-remise en question de l'ordre et aussi dans la normalisation de l'extrême droite, où il va quand même falloir secouer aussi les gens un peu de ce point de vue-là, quoi. Tu parlais du Monde, on parlait de Libé, les journalistes politiques ont un rôle majeur. Et voilà, et les journalistes politiques, à un moment, ceux qui sont installés, il va falloir qu'ils acceptent de se regarder dans le miroir, quoi, et qu'ils interrogent leurs pratiques, qu'ils écoutent en fait ce qu'on dit depuis 30 ans, quoi, sur le fait que se focaliser par exemple en permanence sur les coulisses, etc., plutôt que de traiter du fond de l'extrême droite, plutôt que de traiter du fond de ce qui fait l'extrême droite, etc., c'est néfaste et ça encourage la banalisation. Donc voilà, il faut aussi secouer un peu la profession de ce point de vue-là, et pas faire croire qu'il y aurait juste deux extrêmes, quoi. Deux strates. Deux strates, oui. Et ce qui est très intéressant, là tu le soulignes, le rôle des journalistes politiques qui, c'est vrai, à force de traiter des coulisses, finalement, ne traitent pas des vrais sujets. Et ça, c'était important que tu le dis très bien dans un article Médias extrême droite, de la banalisation à la promotion. D'ailleurs, je glisse à l'extérieur, il y a plein de documents aussi qui pourront nourrir toute cette réflexion et compléter ce que viennent de dire. Alors, je ne voudrais pas qu'on oublie la question sur la confiance dans les médias. Et puis, il nous reste 5 minutes. Donc,
Alors, on prend votre question, puis on répondra aussi à la question sur les consciences des médias. Voilà, Allez-y. s'il n'y a pas trop de personnes frustrées, on prend une ou deux questions, puisqu'il reste en effet que 5 minutes. Ouais. Alors, monsieur... Bonjour, déjà merci pour les interventions. Alors moi je m'appelle Clément, je milite à Greenpeace, je suis aussi à la CGT au collectif Écologie, mais là où ma parole s'inscrit le plus, c'est que je fais partie de l'Alliance Écologie et Sociale Paris, qui regroupe différentes orgas, que ce soit les Amis de la Terre, Attaque, Solidaire, Soulèvement, Oxfam, FSU. Et donc la question, c'est que nous, en fait, on a eu des débats dans ce collectif-là, parce qu'on voyait qu'il y avait un problème au niveau des médias qui se faisaient racheter depuis iTélé, JDD, et on s'est posé la question de venir soutenir les journalistes en lutte de nos organisations, enfin par nos organisations. Donc on souhaiterait savoir un peu comment on pourrait faire pour vous aider. Et l'autre question, c'est aussi savoir s'il y aurait déjà un collectif de journalistes qui existerait, des journalistes qui se feraient virer de ces journaux qui ont été rachetés par les milliardaires. Ok. Il y a un collectif de journalistes indépendants. Une dernière question. Alors, Élise. Pardon, c'est pas vraiment une question. Juste quelques éléments. Je parle au nom de la CFDT journaliste, puisqu'on est là dans un événement co-organisé par des organisations syndicales. Rappelez effectivement que les syndicats ont un rôle important. On a parlé des aides à la presse. Nous, toutes les organisations syndicales qui sont là, on réclame depuis très 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 longtemps de rentrer à la CPPAP, la commission qui reconnaît les titres de presse et qui ouvre la voie pour les aides à la presse. Ça s'appelle une commission paritaire. Elle n'est pas paritaire, c'est une commission paritaire État-patron. Il y a l'État et les patrons. Il n'y a pas les représentants des salariés. Il n'y a aucun journaliste dans la commission qui dit qu'est-ce qui est journalistique et qui peut avoir des... Voilà, donc nous, on demande de rentrer à la CPPAP. On pense que ce serait déjà un premier pas. Évidemment, lutter pour les conditions de travail, des bons salaires, etc., c'est le job de nos élus en entreprise. Dire qu'il existe une instance qui s'appelle le CDJM, Conseil de déontologie journalistique et de médiation, que n'importe quel citoyen peut saisir, où il y a 3 collèges, les représentants des salariés, des médias, les représentants des employeurs et les représentants du public, où on peut soulever des questions déontologiques. Donc s'il y a des médias qui ont des dérives, on peut aussi saisir le CDJM. Et dernière chose, secouer la profession, faire notre autocritique, on est tout à fait d'accord. On vient de sortir ce livret que je vous invite à découvrir sur notre stand, parce qu'effectivement, la profession doit s'interroger sur ces pratiques. Merci beaucoup, Élie. Alors, on a vraiment... on a 2 minutes pour répondre. Alors, confiance dans les médias, quand même, qui est un vrai sujet. Parce que... Vas-y, Samuel ou Pauline ? Et puis on va essayer de répondre. Donc sur cette idée de confiance dans les médias, moi peut-être ce que j'aimerais dire, c'est que ce à quoi j'ai assisté quand j'enquêtais en immersion sur l'extrême droite, c'est vraiment tout un travail pour coller en tout cas à essayer d'entrer dans la population majoritaire, au sens où c'est une extrême droite qui en est venue progressivement à beaucoup plus se définir comme étant blanche, hétérosexuelle, travailleuse. C'était pas évident parce que il y a beaucoup de militants qui venaient des mouvements bonnettes, qui y compris dans les façons de s'habiller, voulaient faire peur, quoi. En tout cas, là, au contraire, il y avait cette idée de il faut être poli, il faut maîtriser la violence, en tout cas quand on est vu de l'extérieur. Si je vous dis ça, c'est parce que ça colle assez bien aussi à une certaine façon de représenter les classes populaires, notamment dans les médias dont on a parlé, de l'audiovisuel privé, y compris dans des endroits dont on a assez peu parlé ici. Mais je prends par exemple toutes les émissions type M6 où on va parler de comment on éduque ses enfants, comment on s'habille, mais aussi dans les JT sur qu'est-ce qui se passe quand il y a un mouvement de grève à la RATP, où de plus en plus c'est quand même le micro-trottoir sur les gens qui sont pris en otage, etc. Tout ce que je veux dire, c'est que là aussi, au niveau des cadrages, on va être très très souvent du côté de l'ordre social, et c'est très difficile dans notre société aujourd'hui d'appartenir
de se sentir appartenir à des minorités sociales, sexuelles, de genre, racisées, etc. Et de se sentir représenté en fait dans les médias. Moi, j'ai des difficultés à me mettre à la place, par exemple, d'une femme qui porterait le voile aujourd'hui. Mais c'est assez terrible quand au quotidien, quasiment, on parle de vous d'une façon qui est très stigmatisante, alors que vous avez très peu accès à la parole dans l'espace public. Alors un mot, et puis après je crois qu'on va devoir... vraiment sur la confiance dans les médias, que vous mettiez que vous liiez avec l'extrême droitisation. C'est un phénomène qui est quand même ancien déjà, très ancien, l'absence de plus en plus absolue presque je crois que c'est le métier le plus haï de France, à peu de choses près, journaliste. Moi, en vrai, ça me fait marrer, je trouve ça assez sain, au fond. Je vois pas pourquoi on aurait confiance, a priori, dans des médias qui font tout pour qu'on n'ait pas confiance en eux. Après, on peut l'articuler avec l'extrême droitisation, mais selon des modalités un peu différentes. Je pense qu'il faudrait aussi penser à la façon dont la presse réac disqualifie et discrédite complètement sur un modèle assez trumpiste, tout ce qui relève de la science, en fait, depuis quelque temps. Et donc la confiance au sens large n'est pas un truc qui est valorisé là-bas. Mais moi, l'absence de confiance dans les médias, ça m'alarme pas tellement, en fait. Je trouve que c'est un réflexe. Alors ça, c'est dans des proportions, je vais pas tirer contre mon camp, mais je trouve que ça me fait marrer, quoi, en fait. Pauline, quand même, un dernier petit mot, puis on rend le... Oui, tu disais sur le rapport à la science, j'ajouterais, puisqu'on a parlé tout à l'heure très peu, mais il en sera encore question de la question palestinienne, du rapport au droit international aussi. Parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le confusionnisme, quoi. C'est ça qui frappe aujourd'hui vraiment énormément, à tel point que c'est souvent qu'à Acrimed, on se dit... comme on n'est pas là pour faire ce qu'on appelle de la contre-information, dire ce qui est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, etc. Enfin, on est plutôt sur une description, une critique des biais, etc. On est un peu dépourvu quand même avec l'accélération quand même de ce confusionnisme. Alors le confusionnisme que tu décrirais sur le droit international, par exemple, je sais pas, je pense à un récent papier de mon camarade Jérémy Younes, qui je sais pas où il est, mais sur la matinale de France Culture, dont on n'a pas parlé, Guillaume Erner qui reçoit Francesca Albanese pas plus tard que la semaine dernière et qui donne sa propre définition de l'apartheid qui n'a absolument rien à voir avec la façon dont cette notion est littéralement encadrée en droit international pour lui faire dire en fait qu'il n'y a pas d'apartheid. C'est problématique en fait quand on fait ça à l'antenne de France Culture qui alors là en termes de médias légitimes, de prestige, etc. On se pose quand même à un certain niveau. Et on fait du mal en fait et on entretient ce confusionnisme. On fait comme si les concepts n'étaient pas définis, qu'il n'y avait pas des enquêtes, qu'Amnesty International en 2022 n'avait pas sorti un truc béton après 4 ans d'enquête et puis en plus qui succédait à beaucoup d'autres d'organisations palestiniennes par ailleurs. Enfin, on fait semblant que en fait le réel est flouté quoi et visiblement Guillaume Erner est plus capable de faire la différence entre ce qui relève du réel et ce qui relève et donc on conclura là-dessus pour se dire que nous citoyens, auditeurs, téléspectateurs, il faut quand même aujourd'hui être encore plus vigilants et lire aussi des médias comme les vôtres pour quand même voilà. Bon, on doit absolument rendre l'antenne. Merci à tous les trois. Merci. Merci de votre participation. Média 25.